Le drone doit toujours céder le passage. Voilà, on va commencer par ça, parce que c'est le principe absolu, la règle d'or non négociable. Dans le ciel, il faut bien comprendre une chose, le drone n'est jamais prioritaire. Alors, bienvenue. L'objectif de cette analyse est assez simple en fait. On va décortiquer ensemble les règles essentielles pour éviter les collisions. L'idée, c'est de garantir que chaque vol soit le plus sûr possible. Bon, voici notre feuille de route. On va d'abord parler du risque de collision. Ensuite, on verra la première ligne de défense, puis comment ajouter des niveaux de sécurité. On passera aux règles du ciel et on finira avec la règle ultime. Allez, c'est parti. Première étape, le risque de collision des drones et surtout, bien comprendre les enjeux. Parce que c'est logique, hein, avant de chercher des solutions, il faut d'abord bien cerner le problème. C'est quoi le risque exactement et comment est-ce qu'on le mesure? Alors, ce fameux risque aérien ou air risk, comme on dit souvent, c'est tout simplement le danger de collision en vol. Et attention, hein, ça ne concerne pas juste un choc entre deux drones. Non, non, ça inclut tout ce qui vole, avion, hélico, planeur, vraiment tout. Et forcément, les conséquences peuvent être dramatiques, allant de la simple perte du matériel à un accident vraiment grave pour un avion. Du coup, pour gérer ce risque, pour le quantifier un peu, on utilise un système qu'on appelle l'ARC. ARC, ça veut dire Airborne Collision Risk Categories, donc les catégories de risque de collision en vol. C'est en quelque sorte une échelle qui va nous permettre de classer chaque situation de vol. Tout en bas de cette échelle, on trouve l'ARCEA. Pour se faire une idée, c'est simple, imaginez un vol en plein milieu du désert. Le trafic aérien est, quasi inexistant. Le risque de croiser un autre appareil est proche de zéro. C'est vraiment le niveau de sécurité maximal. Ensuite, on a l'ARC B. Et celui-là, il est super important parce que c'est le niveau de sécurité qu'on vise pour la plupart des opérations. Attention, ça ne veut pas dire zéro risque, hein. Ça veut dire qu'on a un risque faible, jugé acceptable parce qu'on a mis en place des mesures de sécurité efficaces. On monte d'un cran avec l'ARC C, le risque modéré. Là, on change de dimension. Les précautions de base, ça ne suffit plus du tout. Il va falloir sortir l'artillerie un peu plus lourde. On parle de mesures robustes, comme la détection électronique ou des observateurs humains. On y reviendra. Et enfin, le sommet de l'échelle, l'ARC D. Là, c'est simple, c'est la zone rouge. Le risque est élevé. Pour vous donner une image, pensez aux abords d'un aéroport ou d'un héliport. Le trafic est tellement dense, tellement rapide, que très souvent, les opérations de drone y sont tout simplement interdites. Point. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre des risques, voyons la toute première ligne de défense. C'est la plus simple, la plus fondamentale, et elle repose entièrement sur une seule chose, les yeux du pilote. Cette mesure, c'est ce qu'on appelle la M1, ou plus connue sous le nom de See and Avoid, voir et éviter. Le principe est une simplicité biblique, le pilote doit garder son drone en vue, à l'œil nu, tout le temps. C'est la base de la base, le fameux VLOS pour Visual Line of Sight. Mais attention, voir et éviter, ce n'est pas juste une attitude passive, genre je regarde de temps en temps. Non, c'est une vraie technique, active. Ça veut dire qu'il faut balayer le ciel systématiquement par petits secteurs. On fixe chaque zone 1 ou 2 secondes, on utilise sa vision périphérique qui est hyper efficace pour détecter les mouvements, et on n'oublie pas d'écouter. Souvent, le bruit d'un moteur, c'est le tout premier signal d'alerte. Bon, les yeux du pilote, c'est la base, on est d'accord. Mais ça, c'est limite. Pour les situations un peu plus complexes, il faut rajouter des couches de sécurité. Et c'est là que la technologie et le travail d'équipe vont entrer en scène. C'est ce qu'on appelle la mesure M2, la détection électronique. Par exemple, on a l'ADS-B, qui permet aux drones de recevoir les signaux des avions équipés et donc de les voir sur une carte à des kilomètres. On a le FLARM, qui est un peu le même principe mais pour les planeurs et les ULM. Et puis, de plus en plus, on voit arriver des radars ou des caméras dopées à l'IA directement sur le drone, capables de détecter les obstacles et même de les éviter tout seuls. L'autre approche, c'est la mesure M6. Et là, on ne parle pas de technologie, mais d'humain. On ajoute simplement des observateurs. C'est littéralement une paire d'yeux supplémentaires entièrement dédiée à surveiller le ciel. Cette personne est bien sûr en communication constante avec le pilote et elle est positionnée pour avoir le meilleur angle de vue possible. C'est simple, mais redoutablement efficace. Alors juste pour être complet, sachez qu'il existe d'autres mesures, plus stratégiques on va dire. Par exemple la M3, qui consiste à opérer dans un espace aérien qu'on a réservé, ou la M4, où on limite le vol à une toute petite zone bien définie, et la M5, qui est simplement le bon sens, de consulter les infos de vol, comme les NOTAM, avant de décoller. Bon, on a vu les risques, on a vu les mesures pour les éviter, mais imaginons le pire scénario. Malgré tout ça, 2 appareils se retrouvent sur une trajectoire de collision. Que se passe-t-il ? Eh bien, il y a des règles du ciel, des règles de priorité qui sont extrêmement strictes.
Et voilà la diapositive qui résume tout. C'est la hiérarchie des priorités dans le ciel. Et comme on peut le voir, le drone est tout en bas de la liste. Il doit céder le passage à absolument tout le monde. L'avion en détresse, bien sûr, mais aussi les ballons, les planeurs, les avions de ligne, les hélicos, bref, tout ce qui vole. Pour faire simple, la seule chose qui soit moins prioritaire qu'un drone, eh bien, ça n'existe pas. Ce tableau résume assez bien comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent. Il montre comment on peut atteindre notre fameux objectif, l'arc B, ce niveau de sécurité acceptable. Par exemple, les yeux du pilote seul, la M1, ça peut suffire dans une zone déserte. Mais si le trafic augmente, on va combiner la M1 avec de la technologie, la M2, ou avec des observateurs, la M6, pour rester dans ce niveau de sécurité. C'est une question de combinaison. On arrive maintenant à la dernière partie. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. La règle ultime. Que faire si, malgré toutes les précautions, une collision devient imminente? Là, il y a une procédure d'urgence. Et cette procédure, chaque pilote doit la connaître par cœur. C'est non négociable. Cette procédure doit devenir un réflexe absolu. Premièrement, stop. On fige le drone. On arrête tout mouvement. Deuxièmement, évaluer. On essaye de comprendre la trajectoire de l'autre appareil. Troisièmement, descendre. C'est presque toujours l'action la plus sûre. On perd de l'altitude et vite. Quatrièmement, s'écarter. On dégage latéralement pour sortir de sa route. Et enfin, la règle d'or, atterrir. Au moindre doute, on pose la machine immédiatement. Un vol interrompu vaudra toujours mieux qu'un accident. Et pour conclure, on va se quitter sur une question qui est de plus en plus d'actualité. Aujourd'hui, les choses sont claires. Le pilote est responsable à 100%. Mais demain ? À mesure que l'automatisation progresse, avec des drones qui pourront éviter des collisions de manière totalement autonome, qui sera le responsable final ? Le pilote ou la machine? C'est sans doute l'un des plus grands défis pour l'aviation de demain.